Antoine Daniel a conquis les internets, dont il est désormais le boss final, en épluchant soigneusement ses recoins les plus obscurs et en les dévoilant au commun des mortels qui n'est généralement jamais vraiment trop préparé à voir ce qu'il va voir. Autour de son émission principale, What's the Cut sur YouTube, gravite une communauté très impliquée dont certains membres n'hésitent pas à faire plus que lui écrire un commentaire. On en parlera à la fin, mais avant tout, je voulais savoir ce que ça fait d'être un créateur de contenu aussi suivi sur YouTube, ce que ça pose comme question et comment Antoine Daniel en est arrivé là. L'occasion de lui ouvrir le micro du 18e, qui sont ces gens. Là, il y a mon épisode 35 qui est sorti au moment où on fait l'interview, c'est avant-hier. Beaucoup de boulot sur cet épisode-là. Beaucoup d'absence aussi sur Internet, dû entre autres à la production de cet épisode. Mais ouais, je suis content d'en avoir fini et je suis content du résultat et les gens ont l'air de plutôt l'apprécier, donc c'est plutôt cool, quoi. Comment tu l'as fait ? Comment tu construis un épisode en général ? Comment je construis un épisode en général Enfin non, celui-ci spécifiquement, parce que celui-ci était vraiment dingue. Parce qu'en fait, je les conçois à peu près de façon toujours différente à chaque fois. Et celui-là, oui, j'avais envie de faire un truc dans l'ambiance un peu pirate, steampunk, un peu futuriste, futur alternatif, on va dire. Et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas faire une baston dans un bar, etc. Et du coup, de ce style-là, j'ai commencé à construire autour du truc, etc. Je voulais un plan sur une ville futuriste à la fin, et je me suis dit qu'est-ce qui pourrait faire que... Et justement, je me suis dit, bah tiens, je vais justifier justement le fait que j'ai été absent longtemps à partir de là, etc. Et voilà, quoi, tout simplement. Et ensuite, après que l'intro ait été tournée, j'ai commencé à me pencher sur les vidéos que j'ai sélectionnées. J'ai galéré à les trouver d'ailleurs cette fois, surtout la dernière. Et tout simplement, comme d'habitude, moi je fonctionne assez différemment de la plupart des gens au niveau de l'écriture et du processus créatif. C'est que j'écris un petit passage du truc, je le tourne, je le monte, je vois ce que ça donne, et ensuite petit à petit je continue. Ce qui me permet en fait d'être... La plupart des gens écrivent tout en entier, tournent tout d'un coup et montent tout d'un coup en fait. Et moi je fais pas comme ça parce que je trouve que le matériau est plus malléable comme ça en fait. Ce qui fait que t'as un montage plus nerveux peut-être. Ou c'est pas... Peut-être, mais surtout ça me permet de retoucher les choses et de voir un peu ce qui va pas, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et même surtout d'éviter certaines erreurs. Par exemple, quand j'ai commencé à tourner le plan dans ma chambre pour l'épisode, j'ai tourné déjà, donc comme je t'ai dit, une petite partie du truc, et je me suis rendu compte en dérochant le truc que c'était sous-exposé en termes de lumière. Et je me suis dit, bah putain, heureusement que je fais comme ça, parce que si j'avais tout tourné d'un coup, j'aurais vraiment eu le seum, quoi. Donc ouais, c'est comme ça que je fais. Est-ce que du coup tu rajoutes des choses à des séquences que tu as déjà tournées ? Ouais, carrément. Ouais, ça m'arrive très souvent. Ça m'arrive très souvent, justement. Le truc évolue constamment. Je suis tout le temps très très précis dans ce que je fais, mais ça veut pas dire que je me permets pas de changer certaines choses et de les améliorer tout simplement. Mais alors du coup j'y connais pas grand chose en création vidéo, mais ça doit te prendre un temps monumental. Ouais, c'est très très long. C'est plus long qu'un processus traditionnel en fait. Probablement, j'en sais rien en fait, vu que j'ai jamais, en tout cas pour ce genre d'émission, j'ai jamais fait autrement. Du coup je me rends pas trop compte. Mais c'est comme ça que je préfère travailler en fait. Je me trouve plus libre à faire comme ça. Je trouve plus de liberté là-dedans. Tout simplement. Donc là, entre l'épisode 34 et 35, ce qui t'a pris le plus de temps, c'est l'intro ou c'est le montage du reste ? Non, c'est l'intro carrément, parce que on a eu beaucoup de galères de tournage à la base. Alors moi, stupide, parce que je savais pas que... En fait, j'avais jamais réalisé un truc comme ça avant. C'était vraiment un test pour moi de réaliser ça. C'était un pari, on va dire, pour moi. Et j'étais sûr que j'allais pouvoir tourner ça en une après-midi, en fait. Erreur fatale, ça n'a pas du tout été le cas. Ah, parce que c'est gigantesque. Ouais, mais la séquence. Ouais, mais en fait non, pas du tout. Non, mais je parle surtout de la séquence dans le bar, en fait, pas l'après-intro avec le montage ultra rapide, etc. Ni la scène en extérieur à la fin avec la ville du futur, mais toute la scène dans le bar, c'est-à-dire le dialogue du départ plus la baston et voilà. Mais non, du coup, ça m'a pris 3 jours, mais pas 3 jours d'affilée évidemment. 3 jours, 3 semaines, donc un jour par semaine, parce que on a tourné au dernier bar avant la fin du monde. Et dans leur salle du sous-sol. Avec voilà, le c'est trône. Ça, absolument. Et ils sont très très bookés en fait. Il y a beaucoup d'événements, de trucs comme ça, et du coup, fallait à chaque fois essayer de caser, caser un moment dans la semaine, et puis avec des acteurs qui parfois pouvaient pas venir parce que c'est une production amateur. Du coup, la plupart des gens n'étaient pas forcément rémunérés. Je leur payais leur repas, etc. Mais
Mais voilà, il y avait des gens qui avaient des priorités. Et, genre, il y a une journée où l'acteur principal, le Viking, là que tu vois, Alexander Sacha, a pas pu venir tout simplement. Une journée, ce qui a été un peu. Du coup, on a tourné pendant ce moment-là tous les plans de baston où il était pas là, quoi. Et ça, je me suis rendu compte, on a tourné de 10h à 17h ce jour-là. Et quand j'ai tout monté, ça faisait 25 secondes de montage, quoi. Du coup, c'était waouh. C'est ta première grosse expérience de tournage ou t'en avais déjà fait avant? Non, en tant que réal, tu veux dire, ou en tant que... Ouais, puis auteur et monteur après. Ah oui, aussi grosse que ça, ouais. Mais petit à petit, ça avance. L'épisode 34 était déjà... Il y avait déjà une scène d'intro qui était un peu plus grosse par rapport à tout ce que j'avais pu faire auparavant. Et ouais, à chaque fois j'essaie d'augmenter un petit peu et de m'entraîner, surtout de faire mes armes, parce que moi je me dirige surtout vers la fiction, et du coup j'aimerais bien que quand je me lance dans la fiction avoir un peu de bouteille derrière pour être au point, on va dire, pouvoir me lancer là-dedans en étant sûr de ce que je fais, tout simplement. Et ouais, ça a été vraiment la première fois que j'ai à gérer une équipe aussi grosse, autant de figurants, de techniciens, etc. J'avais déjà fait des tournages parce que j'ai fait une école d'audiovisuel, mais j'avais jamais été le vrai réal, on va dire, tu vois. J'ai déjà réalisé plein de trucs, mais c'est toujours un petit comité, quoi. Pour moi, la plus grosse réal que j'avais fait avant ça, c'était l'intro de l'épisode 34, quoi. Voilà. Et c'était cool, tu vois, mais par rapport à ça, c'était vraiment une autre mesure, quoi. Ça commence à être un peu une mode, j'ai l'impression, chez certains youtubeurs de mettre des séquences de fiction avant des émissions. Je pense notamment le Fossoyeur. François Torel a fait ça aussi. François Torel. Il y en a plein, t'as le Joueur du Grenier, t'as Mathieu Sommet, François Torel, il y en a plein qui font ça, et je comprends parfaitement parce que je pense qu'on a tous plus ou moins une envie de réalisation et de ne pas rester enfermé dans un truc et de refaire tout le temps la même chose, parce qu'on peut vite se retrouver à faire quelque chose de redondant et de se baser sur ses facilités, et c'est pas marrant. Je veux dire, on est quand même sur un média où on peut faire à peu près ce qu'on veut, entre guillemets, hein, bien sûr, mais on peut faire à peu près ce qu'on veut. Ce serait dommage de se cantonner à quelque chose qu'on se forcerait à faire, quoi. Ce serait dommage. Non, c'est clair. Mettons, tu rencontres le toi qui va faire son premier épisode de What the Cut, alors que tu es là maintenant à ton 35e épisode. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu te dirais toi-même? Achète une lumière. Achète Matos. Ouais, vraiment. Mais non, mais voilà. Autant la caméra, je pouvais pas me la payer à l'époque parce que j'étais extrêmement pauvre, en fait, à l'époque. Mais autant une lumière de jardin à 10 €, j'aurais pu me la prendre, quoi. Et pas tourner 9 épisodes avec juste les lumières de chevet de bureau et de lampes de chevet, quoi. Mais sinon, j'aurais pas pu lui faire sauter les étapes, tout simplement, à mon mois d'avant, quoi. Et si j'en suis arrivé là, c'est parce que je passais par là, j'ai fait telles et telles erreurs. Et voilà, quoi. J'ai toujours voulu faire des trucs dans le milieu de l'art et de la création. J'ai toujours été passionné par le cinéma, par la musique et le cinéma surtout, en fait. C'est ça ce que je suis, en fait. Je suis compositeur de musique. D'accord. Voilà, c'est mon truc à la base. Et du coup, j'ai fait une école d'audiovisuel à la base plutôt orientée en image parce que je voulais être réalisateur. Une fois sorti du bac, je fais un bac ES que j'ai eu au rattrapage. Avec Michael Vendetta, je tiens à le dire. Non. Si, absolument. Vous l'avez passé ensemble? Enfin, ouais, on l'a passé ensemble. Ouais. Enfin, il s'en souvient probablement pas, mais il était là à ce moment-là. C'était en quelle année, ça? Mon bac, je l'ai eu en 2007. Ouais. Non, mais en fait, le grand scoop, c'est que Michael Vendetta a eu son bac. Et non, il l'a pas eu. Enfin, en tout cas, à ce moment-là, il a raté le rattrapage, en tout cas, à ce moment-là. Après, je sais pas s'il l'a eu par la suite, mais en tout cas, à ce moment-là, il l'a pas eu. Mais bref. Donc, tu passes ton bac au rattrapage. Voilà, et ensuite je tente le concours de l'ESRA à Paris, et j'arrive à intégrer l'école, tout simplement. J'y reste 2 ans, et je me sentais plus trop à ma place, en fait. Je suis allé j'étais peut-être un peu trop jeune, quoi, je dirais. Bercé d'illusions, je me disais, je vais rentrer là-dedans, je vais devenir réalisateur, etc. Sauf que, non, pas du tout. Et à ce moment-là, la musique et le son me rattrapaient de plus en plus. Je veux dire, j'avais de plus en plus envie de faire que ça. Et arrêter l'image, tout simplement. Et du coup, l'ESRA, normalement, c'est en 3 ans. Et j'ai arrêté au bout de la 2e année. Et je me suis redirigé vers un BTS d'ingénieur du son à Sifacom, à Montreuil, que j'ai eu d'ailleurs le BTS en 2 ans. Et après, j'ai fait des stages à droite à gauche, entre autres chez Silence, qui est une entreprise qui fait le son de la télévision. J'ai bossé à l'Opéra Bastille. Tout en faisant de l'ingé son. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était des trucs soit très peu rémunérés, soit des stages, des trucs comme ça, tu vois.
Et à ce moment-là, c'était vraiment la grosse galère financière. Et dans ce taf-là, ils te proposent que des trucs, quand tu sors d'études, voilà, des trucs qui sont pas rémunérés ou très peu et pas suffisants pour sortir la tête de l'eau, quoi. Mais ça te fera une expérience. Oui, voilà. Mais bon, pour l'instant, il faut quand même que je mange, quoi. Du coup, j'ai fait un taf alimentaire qui n'avait rien à voir avec le son. J'étais opérateur de saisie dans une entreprise, tout simplement. Je rentais des trucs toute la journée. C'était horriblement chiant. J'étais ultra déprimé. C'était horrible. J'avais des soucis dans ma vie personnelle. En plus, à ce moment-là, c'était assez horrible. Et pour passer le temps, j'ai toujours été énormément sur Internet, hein, depuis que j'ai 11 ans, en fait. J'ai un ordinateur dans ma chambre et je fais toutes mes armes. J'ai grandi sur Internet. La plupart de mes amis que j'ai à l'heure actuelle sont des gens que j'ai rencontrés sur Internet au fil des années. Voilà, j'ai toujours été sur Internet. J'ai toujours été sur les forums, sur IRC, sur trop de trucs, sur plein de trucs, que ce soit le web français, le web francophone, le web international, des sites comme You're the Man Now Dog, 4chan ou d'autres choses, etc. Tout naturellement, j'en suis venu à regarder beaucoup de vidéos sur Internet, forcément. Et parce que YouTube commençait déjà à exploser. Ah oui, ça faisait déjà un petit bout de temps. Je connaissais déjà des gens comme le joueur du grenier depuis longtemps, ou même Ray William Johnson aussi. Et d'autres gens, la VGN, même je regardais des vidéos depuis longtemps, même sur Dailymotion, etc. Avec 2 potes, on avait créé un site qui n'est plus en ligne, hélas, à l'heure actuelle, qui s'appelait le Pankiggle, et qui répertoriait plein de vidéos ultra random d'internet, des trucs ultra obscurs. On se faisait des sessions qui duraient toute la nuit parfois à chercher des trucs sur Dailymotion, à l'époque où c'était la grande époque de Dailymotion aussi. Et entre-temps, donc du coup, dans ce travail-là, au lieu de bosser comme un sage petit employé, je regardais beaucoup de vidéos sur internet. Et dont énormément de Equal 3 de Ray William Johnson, en fait. Qui est à peu près le même système, c'est des reviews de vidéos. Voilà, en fait, c'est lui qui m'a donné l'idée. Et je me souviens, ma collègue qui était à côté de moi me disait « Mais arrête de faire ça, le prochain travail que tu auras, et si tu fais ça, ils vont te virer tout de suite, tu t'arriveras jamais à rien juste en regardant des trucs sur Internet. » En fait, si. Mais bon, je le savais même pas, moi non plus, à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas... ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo et que j'avais pas fait de montage. Et je me suis dit, j'ai envie de refaire du montage, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas... qu'est-ce que j'ai, en fait, comme matériel vidéo ? J'ai rien, j'ai juste une webcam HD, quoi. Et du coup, je peux faire qu'un truc avec un plan fixe. Et je me suis dit, pourquoi pas reprendre le concept de Ray William Johnson, que je trouvais vraiment cool. Et le mettre en français. Voilà, et le remettre en français sans même connaître sans même savoir que ça existait depuis un an ailleurs, quoi, par Mathieu Sommet. Ouais. Je le savais pas, je l'ai su parce qu'on me disait que j'avais plagié, en fait. Et du coup, je le savais pas. Et du coup, voilà, c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Yes. Donc ça a commencé quand exactement ? Ça fait 1er mars 2012. Ouais, c'est ça. 2 ans et demi. 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi, ouais. Tu parlais de tes expériences du web, donc pré-époque Facebook, YouTube et tout. Ouais. J'ai cru voir, mais peut-être que je me plante, mais t'avais pas fait une incursion dans le RPG Making ? Oui, pardon, petite pause pour ceux qui ne savent pas ce qu'est RPG Maker et ce que ça représente pour des mecs comme nous, qui avons été bercés par des jeux vidéo, notamment sur émulateurs comme Chrono Trigger, FF6, Secret of Mana ou plein d'autres. RPG Maker, en fait, c'est un logiciel qui permet de construire son propre RPG, donc type Final Fantasy, avec des graphismes en 16 bits et des effets particulièrement rudimentaires, des musiques en MIDI, etc. Le logiciel, en fait, a l'air super facile d'accès, il n'y a pas besoin de savoir programmer pour faire son propre jeu vidéo dessus, a priori, il a l'air vachement simple à prendre en main, il attire donc plein d'amateurs, des noobs de base, qui se rendent compte qu'en fait, créer un jeu vidéo de toutes pièces, c'est chaud, et qu'on peut pas arriver à refaire Final Fantasy VII en 2D en 3 clics et demi. Donc voilà, on s'est tous fait avoir, on a tous 40 000 projets dans nos tiroirs qui ne verront jamais le jour, et c'est plutôt une bonne chose, et peut-être qu'un jour on en reparlera, mais voilà, on y retourne. Ah, comment tu sais ? Je sais pas, j'ai cru voir un truc passer, et ça m'a fait tilter, et... En fait, j'ai jamais été un membre important de la communauté RPG Maker, mais je suis passé par là, en effet, enfin... J'en ai fait, en tout cas pour mon plaisir à moi et pour mes potes. Je fréquentais un forum à une époque, c'était un forum sur Final Fantasy, qui était un forum assez important sur Final Fantasy. Et du coup, je postais mes trucs parfois là-dessus, et même surtout avec des potes avec lesquels je parlais sur IRC ou sur MSN, etc. à l'époque. Et ouais, j'en ai fait un petit peu, quoi, mais ça a jamais été une grande star de RPG Making, et jamais aucun de mes jeux a abouti en tous les cas, c'était surtout des délires. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus on est beaucoup à avoir un passif et à savoir des passifs du internet tel qu'on le pratiquait quand on n'avait pas encore... Mais il y a vraiment un internet avant les réseaux sociaux comme on les connaît à l'heure actuelle. Et vraiment, c'était très très différent. Et c'était quoi la question exactement ? Qu'est-ce que tu as fait comme délire sur RPG Maker ? Mais c'était surtout, en fait, j'avais des projets sérieux, mais surtout j'avais un projet de jeu complètement con,
ultra absurde en fait on était parti en vacances avec un pote qui s'appelle Mehdi, si je le salue s'il m'écoute. On était parti en vacances et ensemble dans le sud de la France, et pendant tout le trajet, tout le long du truc, on s'était imaginé des personnages et tout, plein de trucs. C'était vraiment de l'humour absurde, complètement absurde. Et quand je suis rentré, quand côté là-bas, je me disais putain, faut trop que je le fasse sur RPG Maker, et tout. Et au final, je suis rentré, j'ai commencé à faire des trucs. J'ai passé beaucoup de temps, mais ça n'a jamais abouti. Faire un jeu en entier tout seul, c'est vraiment chaud, quoi. Ouais. On est tous tombés dans le piège. Tous tombés dans le piège. Oui. Je te le jure. Bah surtout, ouais. Étant un grand fan de RPG, forcément, je te foutais des musiques. En plus, je me souviens, je trouvais des astuces, parce qu'à l'époque, je me souviens sur RPG Making, quasiment les seules musiques qui passaient, c'était du MIDI, mais il y avait aussi le Wave qui passait, mais sous un autre compression. Ouais. Et, voilà, et du coup, j'arrivais à foutre des musiques d'Uematsu ou de Kikuta à l'intérieur de mon truc. J'étais en mode, ouais, c'est trop cool, putain, alors que c'était pas du tout des trucs, que j'avais fait de façon originale, quoi. Après, je sais qu'il y a des gens qui pratiquent toujours tout ça. Mais c'est vraiment en petit nombre, quoi. À une époque, Internet c'était pas tant grand public, en fait. C'est avec... ça c'est venu petit à petit, en fait. Moi, je me souviens que dans mes potes, j'étais je crois le deuxième à avoir un ordinateur avec Internet. Le premier, c'était un pote qui s'appelait Mathias, en bref. Et c'était chez lui que j'ai découvert Internet. Je suis allé chez lui et genre, il m'a montré des trucs et tout. À 11 ans, découvrir Rotten.com, tout ça, génial. Encore une petite pause pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Rotten.com. Rotten.com, c'était un des plus grands sites grand public, tout droit venu des tréfonds d'Internet. Alors imaginez une photo gore, bien gore, vraiment crade, du genre accident de voiture, amputation, etc. Je sais pas si vous y êtes. Ok, imaginez la même en 1000 fois pire. Et maintenant, imaginez un site web qui ne contienne que ça, et qui en rajoute quasiment quotidiennement. Vous avez Rotten.com, autant dire que 4chan à côté, par moment, c'était carrément le site officiel des bisounours. Oui, voilà, on avait tous des habitudes avant, etc. Aller sur IRC, sur les channels IRC, troller dans tous les sens, suivre les mèmes et troller sur 4chan, aller troller les gens sur Abo Hotel. J'étais un infect connard à une époque sur Internet. J'étais vraiment le genre... Si j'étais... mon moi de 14 ans serait venu troller mon moi de maintenant sur mes vidéos, en disant c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. J'aurais été comme ça. Parce que j'étais un connard. Non, mais surtout, à l'époque, c'était drôle. J'étais un ado et c'était complètement con, quoi. Je veux dire, on a tous un passé de troll si on a connu un peu Internet, quoi. Bah, je pense que Caramel, chez certaines personnes, a laissé des traces particulièrement honteuses. Non, moi, c'était sur FF World, vraiment. Voilà, moi, c'était sur ce forum-là où j'étais. Et j'étais un membre très, 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 très actif sur ce forum. C'est vrai. Ouais. Excellent. Ouais. Et en fait, on avait fondé des sortes de groupes avec des potes, hein, que je salue, des groupes de trucs complètement délirants, quoi, et assez immoraux même parfois. Je veux dire, c'était des délires assez borderline, c'était des trucs, c'était très humour noir, etc. Et il y avait très peu de limites, on va dire. Et parce que, de toute façon, quand on est ado sur Internet, qu'on découvre le truc, cet espace de liberté d'expression de dingue, on se dit, cool, les parents sont pas là, je fais ce que je veux, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça, évidemment, tu passes par plein d'étapes différentes. T'as l'étape du petit con, etc. Mais même c'était Benjamin Bayard, je sais pas si tu vois qui c'est. Il me semble, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences sur le net et la neutralité du web, etc. Et qui avait expliqué les étapes de l'internaute. Mais c'était pas tant penché là-dessus, mais il disait qu'on passe tous par une étape de Kikulol, au début spectateur, puis Kikulol, puis ensuite commentateur, et ensuite, bref, il y avait tout un processus. Et c'est vrai qu'on passe par plein d'étapes, quoi. On fait tous des conneries, mais on en apprend. Quoi ? C'est ça, on a une croissance sur Internet. Mais par contre, ce qu'il faut faire attention quand tu fais ça sur Internet, c'est que ça reste. C'est ça le truc. Surtout maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des forums maintenant où les bases de données sont complètement effacées. Évidemment, ma vie d'Internet d'avant, il y a plein de trucs qui sont trouvables, mais la majorité des trucs ont disparu totalement, quoi. Les forums de RPG Making, par exemple, ont disparu par centaines de milliers. Totalement. C'est une très bonne chose. mais est-ce que ça te donne un regard particulier sur les commentateurs qui viennent te troller, par exemple, sur tes vidéos ? En fait, je les comprends, je sais comment ils... Après, je comprends quand ils sont plutôt jeunes, tu vois. Mais après, c'est encore autre chose, tu vois. Sur Internet, t'as vraiment le côté anonyme, tu vois. C'est arrivé qu'une seule fois, ever, que quelqu'un vienne me voir en vrai et me dise t'es vraiment qu'une merde, quoi. C'est arrivé une fois.
Et alors que sur Internet, ça arrive très souvent, tu vois. Ouais. Mais en vrai, ça m'est jamais arrivé, quoi. Du coup, ouais, il y a ce côté vraiment anonyme. On est planqué derrière son ordi et on est libre d'écrire ce qu'on veut et on s'en fout de si ça va blesser la personne ou pas. De toute façon, on va être noyé dans le million de commentaires. Du coup, il va pas le lire. Alors en fait, aussi. Mais après, il y a plein de phénomènes. Plus c'est connu, plus les gens, plus les soi-disant élitistes de merde apprécient moins, etc. Tu vas sur Sens Critique, c'est vraiment les pires à ce niveau-là. Ah bon ? Ah oui. Ah oui, Sens Critique, c'est vraiment... Par rapport à tes vidéos ou en général ? En général. En tout cas, par rapport aux vidéos sur Internet. Mais de toute façon, ils ont tous les mêmes goûts sur Sens Critique. C'est vraiment The Wire en premier, les films de Kubrick. C'est tous les trucs, des trucs excellents, je dis pas le contraire. Mais c'est vraiment des trucs un peu... Enfin, je veux dire, ça fait bien de dire que t'aimes ça, tu vois. C'est plutôt une vitrine, en fait. Les goûts deviennent une vitrine. Non, mais même, c'est une vitrine inconsciente, on va dire. C'est inconscient, tout simplement. Il y a vraiment, à partir du moment où ça devient quelque chose de vraiment très populaire, ça devient très vite mainstream et détesté. C'est vraiment le cliché du gars qui n'aime plus parce que c'est plus underground, tu vois. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens très aigris aussi. Des gens qui disent qu'on est des feignants, qu'on fait pas un vrai boulot, etc. Mais je pense vraiment que ce sont des gens qui sont tristes, en fait, tout simplement parce qu'ils nous voient en train de faire quelque chose qu'on aime bien, en vivre, et eux, c'est pas le cas. Et du coup, forcément, cette aigreur, ils la reportent sur nous comme si c'était de notre faute. Oui, parce qu'il y a il y a une question de c'est quoi un vrai boulot dans ce cas-là. Si tu avances, l'argument c'est pas un vrai boulot, c'est quelque chose que tu as beaucoup dans d'autres milieux, comme par exemple la radio. C'est très compliqué aussi comme notion de c'est pas un vrai boulot, parce que d'un côté, ce sont des mots que tu vas entendre quand tu as quelque chose qui est de l'ordre du divertissement et de l'exposition. Et à l'inverse, par exemple, glander dans un placard de l'administration, de je sais pas quel service compta, de je sais pas quelle entreprise, où tu comptes des trucs qui servent à rien, c'est considéré comme un job honorable. Ouais. Non, mais surtout qu'en plus, on vit dans une société à l'heure actuelle où le travail est devenu vraiment la valeur numéro 1, on va dire. Il faut lire les travaux de Lordon à ce niveau-là. Ou même si ça vous intéresse, allez voir tout simplement pour commencer la vidéo d'Usul, voilà, sur Frédéric Lordon. Et oui, je suis globalement d'accord avec ce que dit Frédéric Lordon, mais sinon pour en revenir à ce qu'est un vrai travail, j'ai pas assez de connaissances à ce niveau-là pour pouvoir définir tout simplement ce que c'est, ce que ça signifie. Mais je sais pas, tout simplement, c'est un vrai travail, je n'en sais rien. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Mais j'estime que ce que je fais être un vrai travail, ça demande énormément de travail, etc. Probablement moins que si je travaillais à une usine ou je ne sais quoi. J'ai des horaires que je décide moi-même parce que je suis mon patron. Je peux me lever à 14h si j'ai envie. Je peux me coucher à 6h du matin si j'ai envie. Je peux bosser de minuit à 6h du matin si je veux. Mais ça, c'est les professions de la création. Les écrivains, on leur donne pas d'horaire, etc. Tu peux pas donner d'horaire à ces professions. Bah non, c'est ça. Après, voilà. Après, évidemment, j'ai des horaires, par exemple, pour ce qui a été du tournage de l'intro de 45, forcément, il y avait des horaires, là, pour le coup, que tout le monde devait respecter. On devait se lever très tôt, repartir à telle heure, etc. Mais sinon, globalement, pour tout ce qui est les tournages dans ma chambre, je fais ça quand je veux. Ce mode de vie, c'est quelque chose que j'ai cherché et si je le pratique à l'heure actuelle, c'est parce que je l'ai voulu. Et les gens qui me crachent sur les mecs de YouTube parce qu'ils font ça, ils travaillent quand ils veulent, etc. Mais faites-le vous aussi, tout simplement. C'est ça. Je veux dire, si vous avez le seum de ne pas avoir cette vie-là, faites-le vous aussi. Bon, vous pouvez l'avoir aussi, si vous en avez vraiment envie. Oui, c'est ça qui est étonnant, c'est que ce que sous-entend ce que tu fais n'est pas un vrai travail. Ça sous-entend ce que tu fais est beaucoup trop agréable. Il faudrait que tu sois dans la même galère que moi. Alors que je pense que ce serait peut-être plus sain. Et moi, ça me paraît plus logique en fait. Moi, c'est la démarche que personnellement j'ai eue, mais je sais pas si toi c'était ça. C'est de me dire, il y a des mecs qui ont une vie intéressante, qui font des trucs créatifs, qui font des trucs qui me motivent, qui voient les choses différemment. J'ai envie de faire pareil. Ouais, bien sûr. Après, tout le monde tout le monde n'a pas la capacité ou le courage de se lancer là-dedans. Parce que c'est dur. Bah oui, en vrai, c'est dur. Mais surtout, on a l'impression que c'est fait comme ça, mais c'est le travail de plusieurs années. On n'arrive pas à faire des vidéos de plutôt bonne qualité, etc., sans passer par beaucoup d'années derrière nous. Et quand bien même si c'était pas le cas, par exemple les gens qui font du let's play, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de skills en vidéo, etc. Mais ils ont déjà quelque chose, ils apportent une plus-value. Ils apportent une plus-value. Tu regardes les vidéos, par exemple, quand tu regardes l'épopée de Skyrim de Bob Lennon, pour prendre juste cet exemple-là parmi tant d'autres,
tu regardes pas parce que t'as envie de regarder Skyrim, t'as envie de voir Bob Lennon jouer à Skyrim. C'est-à-dire que t'as une plus-value. Pareil, tu t'en fous du jeu indé auquel joue Squeezie, tu regardes ce que fait Squeezie tout simplement. Ou il y a plein d'autres exemples si tu veux voir. Si tu regardes pas les vidéos de PewDiePie pour le voir jouer pour voir du Amnesia, tu veux voir les réactions de PewDiePie par rapport à Amnesia. Et ça aussi, c'est un travail. C'est du divertissement tout simplement. Ça apporte du divertissement aux gens. Et c'était quoi la question? Du coup, je me suis éloigné. Je me souviens plus exactement. Est-ce que tu t'en souviens toi aussi? C'était quoi un vrai travail? Ah oui, voilà, je sais pas quoi répondre à cette question. Je sais pas. Je sais pas. J'estime juste que c'en est un, quoi, tout simplement. Par contre, c'est vachement intéressant ce que tu dis sur la plus-value, sur ce que tu ajoutes quand tu fais une vidéo. De la même façon qu'en fait, toi, quand on regarde tes vidéos, on regarde une vidéo d'Antoine Daniel. Et pas, évidemment, il y a la Russie derrière, mais on veut voir aussi, on veut t'entendre aussi. C'est le but. Moi, je fais pas un zapping. Et il y a parfois des gens qui me disent que parfois ils voient un épisode et ils disent oh, c'est chiant, j'ai pas aimé, je connaissais toutes les vidéos dont tu as parlé. Je peux comprendre que ce soit un peu relou, mais surtout, le truc, mon but, c'est pas de faire découvrir les vidéos. Mon but, c'est les vidéos sont un prétexte à créer des trucs complètement absurdes autour, et c'est ça l'intérêt de la vidéo. Sinon, tu vas regarder un zapping du net, etc. Tu vas sur de très très bons sites de référencement de vidéos. Tu vas sur Coréus, tu vas sur Spion, tu vas sur plein de trucs, et là, tu verras plein de vidéos. Pas la peine de regarder What the Cat si tu veux juste découvrir de nouvelles vidéos, quoi. Mais oui, c'est ça l'intérêt du truc, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ça, surtout que toi en fait tu en choisis 3, des What the Cut tu en sors pas non plus tous les jours, donc tu apportes quelque chose d'autre en fait. Oui, moi j'ai l'impression, mais dis-moi si je me plante, j'ai l'impression que toi tu construis une sorte d'histoire, un truc qui dure un quart d'heure, un moment, autour de 3 vidéos qui sont effectivement comme tu dis un prétexte. Oui, bien sûr, ouais non, comme je te dis c'est vraiment un prétexte, et j'aime vraiment créer des situations absurdes et digresser énormément, partir loin, et vraiment que limite ce que je raconte et ce que je montre n'a plus aucun rapport avec la vidéo, mais si ce n'est lointain, tu vois, partir dans des raisonnements complètement illogiques, mais qui ont quand même plus ou moins de sens, si tu suis un peu le truc. Mais ouais, c'est ce que j'aime bien faire, ouais. C'est un peu ce que fait Mathieu Sommet. Mathieu, c'est encore différent parce qu'en effet, il y a plein de trucs où il part un peu loin, etc. Mais il y a aussi beaucoup de moments où il y a vraiment toute une critique sociétale derrière, etc. Et quelque chose d'assez... Il utilise beaucoup le cynisme aussi pour critiquer un peu les travers de la société par rapport aux vidéos dont il parle. Par exemple, dans sa dernière qui est sortie... Avec McDonald's. Avec McDonald's, voilà, par exemple. D'ailleurs, ce que j'ai pas compris, je tiens à le dire, je tiens à le dire aux gens, j'ai pas compris pourquoi les gens en commentaire disaient que c'était pas bien qu'il donne son avis. Surtout qu'en plus, excusez-moi, je savais pas qu'il y avait encore des gens qui pouvaient défendre l'éthique de McDonald's, quoi. Mais bon, voilà. Après, on a le droit de pas forcément être d'accord avec ce qu'il dit, il y a pas de souci, tu vois. Mais après, Internet, on a le droit de s'exprimer sur tous les... Sur tous les points, quoi. Je veux dire, si un mec a envie d'avoir des idées d'extrême gauche, il peut le dire. Si un mec est du Front National, il peut le dire aussi. Il n'y a pas de problème. On est sur Internet, il n'y a pas de censure. Et personne ne devrait s'auto-censurer à ce niveau-là. Toi, comment tu choisis les vidéos que tu prends ? Généralement, sont toutes les 3 plutôt crescendo. Une première est plutôt courte. C'est généralement une vidéo assez homemade. Soit un truc pris en caméra de surveillance ou à la webcam, ou je sais pas, enfin c'est plutôt random, mais plus ça augmente, plus on sombre dans le what the fuck en fait, tout simplement. C'est tout. C'est ton seul critère. Il faut que ça soit de plus en plus gros en fait. Il faut que ce soit de plus en plus. Faut qu'une fois arrivé à la dernière vidéo, les gens se disent mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, quoi. C'est ça, mais sinon évidemment il y a des trucs que je sais que je vais pas prendre. Par exemple, en fait, globalement, tous les gens qui peuvent être touchés directement par ma vidéo. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un gamin de 15 ans qui a fait un rap de merde, je vais pas le prendre. À une époque, je m'en battais les couilles, mais je m'étais pas rendu compte de l'impact qu'avait mon émission. Et surtout, je faisais moins de vues à l'époque de ça. Mais voilà, je veux dire, admettons que je prenne un gars qui a fait un rap nul de 15 ans et que je le défonce dans ma vidéo, que je me moque de lui ou que j'ironise autour de lui, etc. Parce que j'aime pas trop défoncer non plus, j'aime plus créer des trucs absurdes autour. Mais bref, le lendemain quand il va aller au lycée, mais ça va être l'enfer. Et ça peut mener à des dépressions, à des trucs comme ça. J'ai eu de la chance que ce ne soit jamais arrivé par rapport à ceux dont j'ai pu parler auparavant. Mais je veux pas prendre le risque. Quand est-ce que tu t'en es rendu compte de ça ? Ça a été après l'épisode 23. C'était après l'épisode 23. Dans l'épisode 23, à un moment, il y a un mec qui s'appelle Joe et qui chante une chanson qui s'appelle Ton manque. Et il avait striké ma vidéo en fait après la sortie de l'épisode 23.
Striker ta vidéo? Striker, c'est-à-dire qu'il l'avait fait supprimer par YouTube en fait. Ah, ok. Il l'avait supprimé. Et en fait, je l'avais contacté. Je me suis dit que la critique lui avait pas plu, etc., etc. Et je l'avais contacté pour savoir s'il pouvait retirer son strike et la remettre en ligne. Et du coup, on s'était parlé sur Skype. Il m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé ma vidéo, qu'il avait trouvé ça très drôle, etc. Surtout que c'était une vieille vidéo de lui, etc. Mais qui continuait toujours à faire de la musique. Et que le problème, c'est que depuis que j'avais sorti ma vidéo, énormément de gens étaient venus sur sa chaîne, y compris sur ses musiques récentes. Donc des trucs qui lui tenaient vraiment à cœur, contrairement à ce vieux truc qu'il avait fait avant. Et qu'il défonçait, quoi, qu'il l'insultait, qu'il limite lui disait va crever, enfin voilà. Ah ouais. Ouais, des trucs vraiment violents, vraiment violents. Et du coup, je lui ai dit, bah merde, écoute, le deal, si tu veux, tu acceptes de retirer le strike et je supprime le lien vers ta chaîne dans la description, tout simplement. Et il a accepté, et je le remercie. D'ailleurs, je sais qu'il regarde toujours What the Cut et que parfois il vient me voir sur Skype en me disant qu'il a bien aimé l'épisode qui vient de sortir. Et voilà. Mais c'est à partir de là, je me suis dit, quand même, ça peut être chiant, quoi. Et du coup, même depuis, j'ai écrit un article sur mon Tumblr à ce sujet-là. Et je mets à chaque fois, avant de mettre les liens dans la description, un petit disclaimer qui dit veuillez respecter les auteurs des vidéos, veuillez ne pas les harceler ou les insulter. Et parfois même, je ne mets pas les liens quand c'est vraiment directement et que je sais que ça peut vite être hors de contrôle. Je ne mets pas le lien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vers toi déjà pour te dire ouais mec c'est chiant ce que t'as fait, pourquoi t'as mis ma vidéo, va crever peut-être pas va crever mais non des pas... gens qui se sont sentis vraiment attaqués parce que t'avais leur vidéo dedans? Non je réfléchis mais oui si c'est arrivé une fois mais c'était même pas les gens qui mais bref, ce que je voulais dire non voilà, dans mon épisode 32 de What the Cut, à un moment je parle de Nato Piano qui c'est une vidéo où t'as des artistes contemporains qui c'est des vieux, ils jouent du piano complètement nu de façon ultra bizarre dans une salle et en fait eux, j'ai jamais eu un seul contact avec ces artistes là en question, il y a jamais eu un problème. Par contre les gens qui ont filmé ce truc là, c'est TV Bocal et en fait c'est une chaîne de télé qui est aussi sur la TNT mais en payant et qui est surtout très présente sur YouTube. Et ils m'ont envoyé un mail en me demandant de supprimer la vidéo, etc. Et je leur ai dit mais je veux pas supprimer ma vidéo, je suis navré, vous avez mis cette vidéo en ligne, maintenant je veux dire c'est disponible à partir pour tout le monde, etc. Et surtout je veux dire on a le droit à la satire, ça fait partie du droit, ça fait partie du fair use, tout ça. Et l'employé avec qui j'étais en contact était d'accord avec moi. Il me disait non mais la vidéo est bien, etc. C'est juste que mon patron il veut pas. Je lui dis bah écoute, si il veut, la vidéo reste en ligne. Et je fais un post sur ma page Facebook en disant cette vidéo vient de TV Bocal. Si vous voulez des vidéos décalées et drôles, allez voir le lien vers la truc. Comme ça, franchement, c'est pas une pub négligeable. J'ai quand même un certain nombre d'abonnés Facebook. Voilà. Et du coup, c'est un truc, c'est pas. Mais le mec a rien voulu entendre. Il était en mode oh non, non. Alors du coup j'ai dit fuck it et je lui ai dit écoute mon coco, dans ta vidéo il y a un cunilingus non simulé qui est sur YouTube. Ça c'est totalement illégal. Alors si tu strikes ma vidéo, je te strike la tienne. Donc non mais voilà, ça a été complètement nul pour rien. Mais alors que ça aurait pu leur faire une bonne pub tout simplement. Mais c'est juste que le mec était je sais pas trop à l'ancienne ou trop ou avec pas assez de second degré, tout simplement. Mais si quelqu'un était venu me voir en me disant que ça le touchait personnellement, ou que genre sa vie était devenue un enfer, entre autres, depuis ça, j'aurais carrément supprimé ma vidéo, ça sans aucune hésitation, bien sûr. Ok, donc en fait, tu essayes de pas susciter la haine, en fait. Tu cherches à faire rire plutôt que de bâcher des vidéos qui... Au départ de What the Cut, j'ai jamais voulu susciter la haine, dans tous les cas. Mais voilà. Mais dit comme ça, c'est un peu... voilà. Je reconnais. Non, mais c'est en effet, au début quand ça a commencé, c'était déjà un peu plus humour noir, plus de la vraie moquerie, tu vois. Maintenant, c'est devenu vraiment très absurde, quoi. À limite, mon émission est plus what the fuck que les vidéos dont je parle, tu vois. C'est vrai. Voilà. Il y a certains côtés qui sont... Est-ce que tu connais les YouTube Poop, tu vois? Oui, bah bien sûr, j'adore.
j'adore, je suis très très fan de YouTube Poop et de toute cette frange de vidéos d'internet, pas que les YouTube Poop, mais il y a plein de... Ouais, il y a des éléments qui m'inspirent, mais je pense que ça se voit, sur certains, voilà, sur certains montages que je peux faire. Mais ouais, ça me fait marrer, quoi. Le but maintenant, c'est vraiment de parler de la vidéo, mais même maintenant, c'est de moins en moins de l'analyse de vidéo, c'est vraiment, je digresse autour de la vidéo, quoi. C'est sur tout. le thème, ouais. Voilà, sur le thème, et je pars loin, et limite j'en parle quasiment plus, quoi, et je suis rarement méchant, ou quand je suis méchant, c'est vraiment que il y a un truc qui m'a énervé, tu vois, mais c'est plutôt rare, quoi. En termes de rythme, comment ça fonctionne? Comment est-ce que tu gères le rythme? Là, je pense vraiment à ta dernière intro, donc sur les pirates, où le début, mais crie Edgar Wright. Ouais. Le début hurle Edgar Mon Wright. réalisateur préféré, enfin un de mes réalisateurs préférés, ouais. Quelles sont tes sources d'inspiration, en fait, pour le montage, Edgar pour le Wright. style? Bah, au niveau de l'intro, ça a vraiment été Edgar Wright. En fait, Edgar Wright, oui, mais surtout son... Pas tant, mais il m'a fait comprendre un truc, Edgar Wright. C'est quelque chose que je savais déjà, mais pour faire de mais je le savais déjà inconsciemment, tu vois, mais vraiment le fait de m'en rendre compte petit à petit. Et il y a une chaîne YouTube qui est excellente, qui s'appelle, qui est faite par un Américain ou un Anglais, je sais plus, qui s'appelle Tony Zhu. Et sa chaîne, c'est Every Frame is a painting, pardon, je dis des conneries. Every Frame is a painting. Et il a fait une vidéo, entre autres, sur Edgar Wright. Et là, ça explique vraiment tout ce que j'ai pu ressentir et découvrir par rapport au cinéma d'Edgar Wright. C'est que faire de la comédie, ça passe aussi énormément par la réa. Dans cette vidéo, par exemple, il explique que le cinéma américain, les comédies américaines, ce sont, tu l'as vu cette vidéo, voilà, ça te rappelle quelque chose? Ce sont des pièces de théâtre filmées et pas des films. Et il dit pas ça de façon méchante, c'est juste qu'il n'y a aucune plus-value avec le fait que ce soit un film plutôt qu'une pièce de théâtre. C'est-à-dire que c'est juste des gens qui dialoguent et qui disent des trucs marrants entre eux. On pourrait dire pareil sur les comédies françaises, ceci dit. Et alors que quand tu regardes un film d'Edgar Wright, tu te marres, tu rigoles et tu jubiles par des effets de réalisation, plein de trucs, etc. Et Edgar Wright m'a fait comprendre ça au niveau de l'humour avec de la mise en scène plus poussée, quoi. Je veux dire, le travail du son, ça a toujours été quelque chose que j'ai bien fait, mais le moindre détail, etc., les objets qui apparaissent de façon rigolote sur le côté de l'image, etc., j'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup aussi les choses disproportionnées, par exemple dans le dernier, quand je me prends un casier, une sorte de boîte en métal sur le coin de la gueule, alors que c'est pas important, comme quand je me prends des bouteilles, que je m'éclate des bouteilles sur la gueule, et que c'est pas important, etc., j'aime beaucoup ce genre de trucs. Mais ouais, non, il y a la rapidité, les gros plans, les cuts, etc., les zooms. C'est vrai que dans cette vidéo, si on parle bien de la même, il prend l'exemple de cette scène dans Hot Fuzz où Simon Pegg part à la campagne. Oui. Il explique notamment que ça, le gag visuel. Oui, voilà. Tous les close-up, tous les cuts avec les taxis dans le train, avec la plante, etc. Oui, il explique dans cette vidéo, en gros, que dans un film américain, quand un personnage va d'un endroit à un autre, c'est toujours pareil. Il montre généralement des plans, soit en hauteur. Par exemple, le personnage arrive à New York, d'un seul coup, tu vois un plan de New York, voilà, pris depuis un hélicoptère. On a tous vu ça 1 milliard de fois, on n'y fait même plus attention. Tu vois, juste on a l'information, on est à New York. Et en vrai, c'est de la réalisation très fainéante, en fait. C'est ultra feignant, tout simplement. Il a envoyé une second unit là-bas. Le réalisateur a envoyé son unité secondaire là-bas pour filmer des plans qu'il va insérer dans le film. Alors que Edgar Wright, justement, en effet, dans Hot Fuzz, quand Simon Pegg part de Londres pour aller à la campagne, il y a toute une série de plans très 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 courts qui sont très drôles. Et qui en plus t'apportent les informations, c'est-à-dire que t'as des gros plans par exemple sur son téléphone où tu vois petit à petit les barres de réseau disparaître petit à petit plus il s'approche de la campagne en fait. Et oui, voilà, c'est excellent, il y a plein de trucs comme ça. En fait, vraiment, Edgar Wright, évidemment, on peut s'inspirer de sa réalisation, mais moi surtout, c'est qui m'a appris surtout à pas penser forcément avec les codes que le cinéma américain nous a appris depuis longtemps, et qu'on peut faire de la comédie autrement que par les dialogues et qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'éléments surtout. Faut sortir, faut essayer de penser avec la caméra, avec le montage, avec le son, avec je veux dire pourquoi choisir ce cadre-là, qu'est-ce qui va faire que sur ce cadre-là il y aura quelque chose de marrant, par exemple le fait
le fait de quand je dis couille par exemple dans l'intro, il y a une tirelire qui apparaît sur le côté avec une main, tu sais pas d'où elle vient, etc. Par exemple, ça c'est un gag qui est plutôt marrant parce que si j'avais juste filmé un gars, si j'avais juste filmé le gars par exemple, là c'est complètement absurde le fait de voir cette tirelire sortir de côté ou par exemple quand il dit quand je dis t'es pas au bar, il fait non c'est Bobby qui s'en occupe et d'un coup t'as le mec qui arrive sur le côté, il fait moi c'est Bobby. C'est en termes de réalisme, c'est vraiment pas du tout réaliste, mais c'est juste que c'est assez marrant quoi de jouer avec c'est assez marrant de jouer avec le cadre et de jouer avec ce qui est dans le champ, ce qui est hors champ, avec le rythme, etc. Voilà. Du coup, toi, c'est quelque chose que tu aimerais continuer à faire, des fictions, plus limite des cours, des trucs comme ça Non, mais bien sûr, mon but c'est de faire de la fiction. J'aimerais vraiment énormément faire de la fiction. Pour l'instant, des choses comiques, mais pour à l'avenir, des trucs plus. Moi, j'aimerais beaucoup faire des trucs un peu épiques, quoi. On t'a vu te rapprocher de Golden Moustache, de François Descraques et tout, de faire des trucs un peu avec eux. Et est-ce que tu penses écrire des choses? Est-ce que tu as des plans déjà? C'est-à-dire je sais pas, est-ce que tu as des projets dans ce genre-là? Pour eux, tu veux dire? Pas forcément pour eux, non, parce que je reste indé dans tous les cas. Je respecte pas mal d'auteurs chez Golden Moustache, des gens que j'aime beaucoup, Flaubert, Vincent Tirel, Julien Josselin, pareil chez French Nerd, que ce soit Raph ou François. Donc voilà, c'est des gens que j'adore et que j'estime beaucoup et que j'admire au niveau de leur boulot. Sauf Flaubert, non je déconne. Mais non, je plaisante, j'adore Flaubert. Sinon j'aurais jamais accepté de jouer dans un de ses courts-métrages, l'ancienne Nouvelle Star. Mais oui, moi ça se voit de toute façon que j'ai envie de faire de la fiction. J'ai envie de faire ça, mais moi j'aimerais surtout faire, comme je t'ai dit, des trucs de la comédie et ensuite des trucs un peu plus épiques. Moi j'aimerais vraiment faire une web-série, pas tout de suite, peut-être dans 10 ans, un truc comme ça, sur internet, mais un truc qui a vraiment de la gueule, qui fait pas juste web série, et qui fait vraiment qu'on dirait que c'est ultra pro et que les gens aient envie de regarder ça et que ce soit jouissif, que ce soit cool, etc. Moi j'ai vraiment envie de faire un truc comme ça, quoi. Une sorte de Spaced à la française? Non, pas forcément Spaced. Non, un truc. Non, quand je te dis une web série, quand tu dis pas 10 ans, pas 10 ans, je te parle peut-être dans 20 ans, un truc vraiment. Non, voilà, le Game of Thrones d'internet, tu vois. Mais pas tout de suite, genre dans 20 ans, tu vois, dans 30 ans. Mais voilà, il faut avoir. Ça n'arrivera peut-être jamais, tu vois, mais probablement même. Mais peut-être qu'un jour, plus ça avance, plus. De toute façon, plus ça avance, plus la création sur internet est importante, etc. Et je dis beaucoup, etc. Je suis navré. Mais on sait pas de quoi sera fait le net, c'est la création sur internet dans 2 ans, tu vois. Il y a 2 ans, ça avait pas du tout la même gueule que ça a à l'heure actuelle. C'était François Descraques qui disait que sur internet, c'est comme les âges de chien, en fait. C'est 1 an, ça équivaut à 7 ans dans la vie réelle, tu vois. C'est vrai. Voilà, mais il se passe tellement de choses tellement rapidement, quoi, que forcément. Ça va très très vite. Bah ouais, c'est ça. Même en termes de création, tu as des nouveaux types qui débarquent tous les jours. Ouais, voilà, c'est ça. Mais regarde, mec, je suis arrivé il y a 2 ans et demi. Dans une vie, 2 ans et demi, c'est rien. Mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis là, tu vois. Et à l'ère d'internet, tu es maintenant une figure incontestable, quoi. C'est-à-dire que tu es dans le YouTube game jusqu'au coup, quoi. Tu peux plus. Le YouTube game, fait toujours rire cette expression. J'ai compris il y a pas très longtemps. Mais non. Mais bah écoute, merci. Comment on peut répondre à cette question sans passer pour un connard? Alors attends. Non, alors c'était pas. Tu es devenu une figure incontournable et exceptionnelle. Dans le sens où il y a 2 ans, tu vois, tu étais personne et tu as réussi à créer il y a un truc qui s'est créé autour de Wattlecut, ça a décollé, machin, et tu as un nom qu'on connaît maintenant, en 2 ans. Qu'est-ce qui peut se passer dans les 2 prochaines années, dans les 5 prochaines années, dans les 10 prochaines années? Mais j'en ai aucune idée. Et personne ne peut le savoir. On peut pas savoir. C'est chaotique au possible. On peut pas savoir. Regarde, quand on voit que les tauliers, tu vois, du web français, les mecs à l'ancienne, c'est genre du grenier, tu vois, et ça fait 5 ans. 5 ans, c'est rien en vrai, tu vois. Mais sur internet, 5 ans, c'est énorme. Donc, c'est te dire, quoi. Ouais, c'est vrai, c'était 2009. Ouais. 2009, ouais, joueur du grenier. Après, t'as Rémi Gaillard qui est encore plus à l'ancienne, vraiment. Qui lui envoyait des vidéos à MPEG. Ah ouais, c'est ça. Tu allais sur son site, sur n'importequi.com ou .fr, et tu trouvais ses vidéos à l'époque. Mais je me souviens, je regardais. La première fois que j'ai vu du Rémi Gaillard, je crois que j'étais en seconde, un truc comme ça. Donc ça fait vraiment longtemps. Putain, ça va faire 10 ans, quoi, bientôt. Ouais, bien sûr. Est-ce que c'était la vidéo de l'ascenseur aussi? Il y avait déjà les vidéos de l'ascenseur, qui sont probablement ce que je préfère de Rémi Gaillard, parce que je trouve ça très absurde et très drôle. Mais je me souviens plus ce que c'était. Mais c'était parmi ses premiers trucs, quoi. C'était vraiment à l'ancienne, quoi. Alors j'ai cru choper une conférence de toi un jour où tu parlais de scènes, de faire partie d'une scène de YouTube. Enfin, il y a un mouvement sur YouTube, un mouvement créatif qui a débarqué justement dans ces 3-4 dernières années, où tu as plein de talents qui viennent de plein d'horizons, qui finissent par se retrouver et échanger entre eux, comme
toi un jour tu as contacté Mathieu, tu as eu François Terrel, il y a plein de... Tous ces gens ensemble finissent par se rencontrer et faire des choses. Et est-ce que tu sens que ça t'apporte un truc? Ou c'est des potes? Ah oui. Et est-ce que tu penses qu'en termes d'écriture, de façon de voir des trucs, ça t'a apporté? Est-ce qu'il y a une vraie scène ou est-ce que c'est une somme d'individus? Ou est-ce que vous grandissez ensemble? C'est ni l'un ni l'autre, mais on est tous de notre côté dans tous les cas, mais on n'est pas tous potes, mais la plupart. Moi, je suis très très pote. Tu prends l'exemple de Mathieu. Vraiment, c'est un très très bon ami. Et en effet, on a énormément discuté avec Mathieu de tout ce qui est Internet, de tout ce qui est la création sur Internet, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau de la célébrité, au niveau de l'argent, au niveau des fans, au niveau de tout ça. On a discuté de tout ça parce qu'on s'entend très bien et qu'on est relativement d'accord sur à peu près presque tout, pas tout, mais presque tout. Et on a énormément discuté sur plein de trucs. Et forcément, les discussions, ça fait avancer. Forcément, ça te fait réfléchir à plein de trucs. Pareil avec Fred Dugrenier, tout ça. Et même d'autres gens, des gens beaucoup moins connus. Je pense à deux parmi mes meilleurs amis d'Internet qui sont Danny Caligula qui fait Doxa et Super Meta Wendo. Qui sont de très très bons potes et on a énormément discuté avec eux. On se parle quasiment tous les jours. On a un fil Skype en fait où on est tous les trois dessus et on se parle tout le temps. Et ouais, non, plein de gens, même des gens fut un temps des gens de Nesblog, même de Karim Debache par exemple, quelqu'un d'extraordinaire que je salue, que j'aime beaucoup. Mais ouais, plein de gens, François Descraques, Flaubert, Raph Descraques, plein de gens. Plein de gens. Donc forcément on se parle, on s'aide, on se donne des conseils, on partage nos expériences, parce que forcément on vit plus ou moins la même aventure, mais au final on reste quand même, c'est notre chaîne quoi, on n'est pas un collectif quoi, on n'est pas un collectif, même si j'aimerais bien quand même créer une sorte de pas forcément de collectif, mais un rassemblement en tout cas, un truc. Un gang. Même pas, non, mais plus un truc pour s'entraider de façon plus régulière, on va dire. Okay. Voilà. D'accord. Tu parlais du temps Internet et que un an d'Internet, ça fait 7 ans en chien. Ouais. Oui, bah, c'est ça. Non, c'est l'inverse? Non, c'est ça. Un an d'Internet, ça fait 7 ans en chien. Non, attends. Un an dans la vraie vie, ça fait 7 ans en chien. Et pour Internet, c'est pareil. C'est pareil, voilà, c'est ça. Métaphoriquement, qu'est-ce que tu as fait ces 3 derniers mois ou l'épisode, du coup, 35? Est-ce que tu étais sur d'autres projets? Est-ce que tu as bricolé des trucs? Alors, je suis parti en vacances surtout. Voilà. Je suis parti à Londres, et, qui est la plus belle ville du monde. Et je suis parti à Londres. J'ai kiffé en fait, je me suis beaucoup éloigné d'internet en fait sur cet été et je suis rentré je sais même plus quand, je crois que c'était fin août, un truc comme ça, et à partir de là j'ai commencé à m'y mettre quoi. J'avais déjà commencé à légèrement m'y mettre à Londres etc, mais ça venait pas, j'arrivais pas à trouver une intro valable, tout ça, mais je savais que je voulais que ce soit dans l'ambiance pirate quoi, mais je savais pas comment faire. Mais quand je suis rentré à Paris, c'est à partir de là que j'ai commencé à bosser. Pendant les 2 derniers mois, j'ai pas arrêté de bosser là-dessus quoi. Et voilà ce que j'ai fait. Je suis parti à Londres et à Lyon et à Londres cet été. Et sinon, quand je suis rentré, j'ai bossé. Voilà. Donc ça prend du temps en fait, un épisode. Un épisode qui ressemble à ça, en tout cas, ça prend du temps. Ouais. Ça se voit un peu quand même. Mais en fait, il faut se dire vraiment que le moindre plan a été, on y pense quoi. C'est pas dû au hasard, etc. Toute l'intro a été storyboardée, tout ça. Donc vraiment, vraiment, ça a été beaucoup de travail quoi. Alors, il y a un autre thème qui revient souvent sur Internet et tout ça, c'est le rapport que tu peux avoir aujourd'hui avec la création télévisuelle, par exemple. Mettons, si toi aujourd'hui on te disait tiens, prends du cash pour aller à la télé. Non, direct, non, bien sûr. Moi, je suis plutôt assez connu pour avoir des positions assez fermes à ce niveau-là. Non, moi, je reste sur Internet. J'ai rien contre les gens qui passent par la télévision par des prods télé, sinon j'aurais jamais fait des apparitions chez Golden Moustache, par exemple, ou voilà. Et mais je reste sur Internet et je veux faire partie de ces gens qui prouvent que Internet peut être une fin en soi aussi. On tient jusqu'au bout, on reste sur Internet et on fait évoluer le média. Et c'est sûr que je serais beaucoup plus payé si je présentais la météo sur Canal+ pendant 1 minute tous les jours, mais je préfère rester sur Internet. D'accord. Voilà. Oui, ce que tu veux dire, c'est tu veux appuyer la légitimité du média, tu veux affirmer la possibilité d'avoir une création artistique. Oui, mais le truc qui est génial avec Internet, c'est que moi, comme tu dis, j'étais personne. Et tout
tout le monde, enfin personne, j'étais pas connu et même à l'époque j'avais tous mes rêves que j'avais depuis toujours et ils partaient en lambeaux j'avais pas d'argent et j'avais un travail de merde et voilà, je gagnais un SMIC et tous mes rêves de musique, de réalisation étaient partis en l'air et c'est grâce à Internet que je vais pouvoir réaliser tout ça et que je suis déjà en train de plus ou moins le faire, mais petit à petit. Et tout le monde peut passer par là, tout le monde sur Internet, tout le monde peut. Alors, regarde, à l'époque où il n'y avait pas Internet, si tu voulais faire entendre ta voix à des milliers de personnes, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais passer par un journal, tu devais passer à la radio, tu devais passer à la télé, mais tu devais plaire à l'éditeur, tu devais plaire à la personne qui postait le journal, etc. Tout ça. Alors que sur Internet, il suffit que tu ouvres ton blog, que tu ailles sur Twitter, que tu communiques avec les gens, et petit à petit, peut-être qu'à un moment, ton truc il va commencer à prendre, qu'il va y avoir des milliers de gens qui vont lire ton truc, sans que tu aies aucune personne qui ait dit « Ok, je publie ce truc-là à part toi-même ». Et il faut montrer aux gens que c'est important, ce média-là, quoi. Et je pense que la plupart des gens ne se sont même pas forcément rendus compte, et c'est vraiment important, quoi. En ce qui concerne YouTube spécifiquement, là en ce moment tu es sur YouTube, YouTube qui appartient à Google, Google complètement, et qui pose tous les 3-4 mois. Ah mais ça je suis complètement d'accord avec tout ça. J'ai un pote qui s'appelle Pouillou, qui fait l'émission Q Pouillou, qui est une émission qui parle de cul, etc., mais qui est très basée, qui est très intéressé au niveau de tout ce qui est les droits sur Internet, droits d'auteur, etc. Et lui, il milite pas mal pour dégoogliser l'Internet, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est très basé sur Google, tu vois. Mais c'est vrai que si je suis sur YouTube, c'est hélas parce que depuis l'arrivée des réseaux sociaux, on vit sur un Internet qui est composé d'une dizaine de sites. Je veux dire, même quand tu vas lire un article, tu le vois sur Facebook, tu lis l'article et tu fermes la page pour retourner sur Facebook, quoi. T'es comme, tu vas sur Facebook, YouTube, Google, Twitter, Tumblr, Reddit, Imgur, Reddit, 4chan, FF World qui existe encore. Mais oui, mais non, mais justement plus ce genre de truc, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on tape plus l'adresse du site en fait. Mais même plus tout ça, tu vois. Vraiment, évidemment, t'as des sites qui arrivent à vivre, etc. Il y a pas de souci. Mais on vit vraiment sur un Internet qui est très très centré sur une poignée de sites, quoi. Vraiment. Est-ce qui pose un problème quand par exemple Facebook a son algorithme qui fait que ce que tu publies sur ta page fan n'est pas vu par tout le monde? Ça c'est casse-couille. Ça c'est casse-couille, putain. Ça, tu le vois, ça? Tu l'as vu passer en 2 ans et demi? Bah bien sûr. Je veux dire, quand j'ai 450 000 fans à l'heure actuelle sur Facebook, et quand je poste une publication, je veux dire, évidemment, par exemple, admettons, moi j'estime qu'une publication à moi est vraiment pas mal likée sur Facebook quand elle a 25 000 ou 30 000 likes, tu vois. C'est énormément de likes, vraiment, c'est vraiment beaucoup de likes. Je crois que ma publication la plus likée sur Facebook, elle a dû avoir 45 000 likes, un truc comme ça. Ce qui est énormément de likes. Mais 45 000 sur 450 000, c'est 10%, ouais, même pas, tu vois. Et c'est vraiment ma publication la plus likée de tous les temps, tu vois. Normalement, c'est vraiment un truc qui marche bien, tu vois. C'est, par exemple, à titre d'exemple, sur Facebook, bon après sur YouTube c'est différent, mais sur Facebook, on parle bien de Facebook là. Sur YouTube, mon dernier épisode, il a eu 25 000 likes, tu vois. 25 000 likes sur 450 000 personnes. Je pense que la plupart des gens n'ont même pas vu le truc passer sur leur timeline, en fait. Alors que pourtant, ils le veulent. S'ils ont rejoint la page. Ils ont liké la page, tu vois. Ouais. Du coup, c'est casse-couille. Et du coup, est-ce que tu vois un truc comme ça poindre sur... est-ce qu'il y a des algorithmes pareils sur YouTube qui font foirer le truc, ou c'est vraiment des problèmes spécifiques et locaux pour l'instant? Sur Facebook, tu veux dire, est-ce que ce genre de problème se répertorie sur YouTube aussi? Est-ce que tu sens que ça peut Oui, carrément. Bah, ouais, carrément. La plupart des gens qui sont abonnés, parfois, moi je me souviens, il y a des épisodes, on a fait le test avec Mathieu, parfois, on regardait parfois quand, par exemple, quand son dernier épisode sortait, j'allais voir dans mes abonnements, et parfois je voyais son épisode dans ma timeline, et parfois je le voyais pas. Parfois il était pas là. Parfois, c'était pas marqué qu'il avait sorti un nouvel épisode, tu vois. Enfin, si à gauche c'était marqué, il y avait, tu sais, t'as le petit 1 à côté de la chaîne, tu vois. Mais sinon, sur le fil d'actualité, il n'y avait pas le nouvel LCLG. Et parfois oui, parfois non. Du coup, c'est bizarre. Et surtout aussi sur la page d'accueil de YouTube, ils montrent surtout les vidéos courtes, des trucs qui durent 3-4 minutes.
Et du coup, forcément, moi, par exemple, mon dernier épisode de What the Cut qui dure 23 minutes, il sera pas en page d'accueil YouTube. Après, c'est pas grave, je m'en fous. Mais en effet, il y a une politique de favoritisme sur YouTube, mais je peux comprendre. Le but, c'est quand même une entreprise et leur but, c'est de faire du profit. Et hélas, c'est pas de soutenir forcément les créateurs, c'est surtout de faire de l'argent. Mais bon, c'est comme ça. À l'heure actuelle, ça reste la seule plateforme pour être le plus regardé, quoi. Hélas, je le déplore. Et c'est complètement con parce que je sers un système qui me casse les couilles, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. En attendant qu'un système moins pire débarque. Ouais, mais vu comment c'est à l'heure actuelle, les gens disent allez tous sur Dailymotion ou allez tous sur tel ou tel site, etc. Mais le pire, c'est que si on y allait tous, ça se transformera en ce qu'est YouTube à l'heure actuelle. C'est tout. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui gèrent ces trucs-là, quoi qu'il arrive, qui vont avoir une logique de recherche profitable c'est clair. Et de monétisation derrière. Mais oui, donc, bien sûr. La séduction par des services gratos et qui sont après facturés comme fait Facebook. Bien sûr. J'imagine que Facebook te propose de payer pour toucher. Oui, alors d'ailleurs j'ai vu une vidéo, c'est Bruce de Y Penser, que je salue, qui m'a montré cette vidéo, qui n'est pas une vidéo de lui. Une vidéo, j'ai oublié le nom de ce mec, qui est un mec connu en plus, j'ai oublié son nom, un américain, ou un anglophone, qui expliquait que en fait, quand Facebook te propose de payer pour faire ta publicité, en fait c'est en fait un peu fake. Enfin c'est pas fake, mais c'est des fake likes. C'est souvent des likes de pays du Bangladesh, du Pakistan, d'Inde, du Népal. Ouais. Comme quand t'achètes, En fait, il explique dans sa vidéo que les gens qui achètent des likes sur leur page, la plupart des gens qui like la page, ce sont des gens qui sont payés du tiers-monde pour liker des pages en fait, par milliers. Les services de Twitter, followers, machin. Par milliers, quoi. Et en fait, il explique dans sa vidéo que, par exemple, lui, il avait payé Facebook pour faire la promo de sa page. Parce que Facebook, en plus, te dit bien, on va faire la promo de votre page aux gens qui sont intéressés par les sujets plus ou moins similaires. Et du coup, il a montré un tableau, une sorte de graphique. Et en fait, il montrait quels étaient, de quel pays venaient les utilisateurs les plus actifs et de quel pays venait le nombre de gens le plus nombreux. Et du coup, tu voyais les pays les plus actifs, pour lui, c'était l'Autriche, le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, tout ça. Et tu voyais, ils étaient en petit nombre, tu vois, pas un énorme nombre, mais ils étaient ultra actifs. Donc c'était des vrais fans, tu vois. Ouais. Et ensuite, t'avais genre des énormes... Enfin, c'était représenté par des ronds énormes en bas, où des gens qui participaient jamais, tu vois, mais qui étaient des milliers et des milliers, qui venaient du Bangladesh, de l'Inde, du Sri Lanka, tout ça. Et ouais, en fait, c'est comme ça qu'ils se sont rendus compte que Facebook, c'était à peu près pareil quand tu fais... Donc je ne conseille pas aux gens qui ont une page Facebook de payer... Mais non, mais c'est dingue ça, parce que ça veut dire que Facebook met en place un système pour que tu lui files de la thune, et ils sont incapables de délivrer les promesses qu'ils te vendent, quoi. Et non. Voilà. Oh la vache, mais c'est comme acheter une voiture. Mais le pire, c'est qu'en plus, ce qu'il explique dans sa vidéo, c'est encore pire parce que plus tu achètes de trucs, du coup, forcément, en fait, ta publication à la base, elle est vue par un certain pourcentage de gens dès le départ, en fait, qui est défini par Facebook, qui est un truc de l'ordre de 7-9% des gens qui ont liké ta page, tu vois, qui est vraiment rien du tout. Et du coup, plus tu fais de la pub, plus tu as des faux likes, entre guillemets, involontaires, que tu n'as pas cherché à avoir des faux likes. Plus tu as de faux likes, plus il est possible que ta publication soit vue par ces faux likes plutôt que par des gens qui sont vraiment intéressés. Donc plus tu achètes de likes, plus tu auras besoin d'acheter des likes. Du coup, c'est vraiment pas une chose à faire. De merde. Voilà, c'est ça le truc. D'accord. Et tes fans le savent, les mecs les fans, je veux dire au sens technique, qui sont sur ta fanpage, en ont conscience de ça? J'en sais rien. Franchement, je suis pas sûr parce que la plupart des gens, ils veulent juste voir la vidéo, tu vois. Ils s'en battent les couilles du reste. Tu vois. Et même sur Facebook, tu vois, j'ai 450 000 fans et j'ai 1 800 000 abonnés sur Facebook et sur YouTube. Et c'est même pas. Attends, que je dis pas que je dis. C'est même pas un quart. C'est même pas un quart du truc, tu vois. Donc, c'est pile un quart en fait. Oui. c'est exactement un quart. Mais voilà, c'est un quart du truc. Du coup, la plupart des gens même s'en battent les couilles de ma page Facebook et tout ce qu'ils veulent, c'est que je sorte la vidéo et que ça leur plaise et qu'ils passent un bon moment. Et voilà. Mais après, je pense qu'il y en a les gens qui sont vraiment intéressés par tout ça, par les gens du net, etc. Je pense qu'ils en ont plus ou moins eu vent. Je veux dire que c'était Navo qui était scandalisé par ça. Navo qui a coécrit Bref, je sais que tu le connais très bien.
que je salue. Alors, je salue beaucoup de monde pendant ce... Tu fais bien, écoute. Voilà. Faisons de cette émission une belle rencontre amoureuse entre plein de gens. Et Navo était scandalisé parce que la page de Bref était likée par 3 millions de personnes, tu vois, ça a été un succès phénoménal. Ouais. Et quand il postait un truc sur sa page, et peu de gens voyaient le truc, quoi. Du coup, ça lui a cassé les couilles, du coup, il utilise quasiment plus Facebook, en fait, Navo, ouais. Quoi. Là, il l'aurait utilisé récemment parce qu'ils ont fait l'excellente vidéo des 30 ans de Canal, qui est certainement le meilleur truc qui soit arrivé aux 30 ans de Canal, d'ailleurs, je tiens à le dire. Mais jamais, c'était plutôt malin et c'était vraiment cool. C'était bien collé, c'est clair. Mais c'est intéressant, ça, surtout qu'en fait, ça pose des... encore une fois, ça pose la question de la citoyenneté d'Internet. On est en démocratie, techniquement parlant. Internet n'est pas un espace démocratique parce que c'est pas un espace qui est politique de base, mais c'est un espace qui est construit par des entreprises privées. Et là, on voit les problématiques que ça pose plus que jamais, quoi. Ah oui. C'est pas pour autant qu'il faut que l'État intervienne sur Internet. Mais non, justement. L'État cherche tous les moyens possibles pour essayer de contrôler le net. Là, le truc récemment, c'était quoi ? Essayer de contrôler le net pour prévenir du terrorisme ou je sais pas quoi. Oui, c'était avec la dernière... Il y a un truc comme ça. Vraiment, mais c'est à chaque fois, c'est évidemment que j'ai envie que l'État contrôle le terrorisme et que j'ai pas d'attaque terroriste... sur le territoire français, etc. Très peu de gens en France ont envie de se faire bombarder. Tu crois ? Écoute, je n'en suis pas. Non, bien sûr que oui. Voilà, personne n'a envie de ça. Mais ce que je veux dire, c'est bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas envie que l'État contrôle mon Internet. J'ai pas envie de ça. Déjà qu'il est suffisamment contrôlé par les grandes entreprises et nos FAI, quoi. J'ai pas envie que l'État s'y mette aussi, quoi. Et justement, le truc, c'est que la puissance de régulation d'Internet est pour l'instant aux mains d'entreprises, de structures privées, et c'est pas de structures démocratiques, en fait. C'est ça le... Mais en plus, plus l'Internet, comme je le disais, plus l'Internet est centralisé, plus l'Internet appartient à une poignée de sites, plus ces sites deviennent plus puissants et deviennent ultra importants. Bien sûr que Facebook revend nos données, etc. Il me semble que Yahoo s'était pris un procès de la part du gouvernement américain, non, des menaces du gouvernement. Récemment, j'avais lu un truc comme quoi Yahoo s'était pris des menaces du gouvernement américain parce qu'il refusait de vendre les informations de ses utilisateurs, tu vois. De donner oui, un truc comme ça. Après, je sais pas si c'était un article type Gorafib. Maintenant que je le dis, ça me semble plus évident, mais peut-être, je sais pas. Mais j'essaie de rechercher ça. Ouais. Voilà, faudra peut-être aller voir. Mais ouais, voilà, je veux dire. Je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, on vit vraiment sur un Internet vraiment très très centralisé et c'est dommage. Pour boucler, il paraît qu'il y a des fanfics sur toi. Oui, il y en a. Pas que sur moi. Généralement, c'est accompagné de Mathieu Sommet. Et nous faisons des choses homosexuelles. Non. Oui. C'est possible. C'est tout à fait possible. Enfin, possible en fiction. En vrai, pas tellement. Hélas. Et comment tu es tombé dessus? Je dis hélas, hélas pour lui, bien sûr. Mais évidemment. C'est lui qui a le manque. Voilà, évidemment. Un jour, j'essaierai de le choper pour avoir son point de vue sur la chose. Mais en l'occurrence, comment est-ce que tu tombes sur ces fanfictions? Est-ce que tu es tombé dessus par hasard sur Internet? Est-ce que c'est des auteurs qui, très contents, te font j'ai écrit un truc? C'est déjà arrivé. En fait, je crois que la première fois que c'était arrivé... Ça fait longtemps maintenant quand même. Quelqu'un me l'avait envoyé, je sais pas si c'était l'auteur ou si c'était quelqu'un d'autre. Mais on me l'avait envoyé et je me souviens que ça m'avait fait trop rire et que je l'avais montré à Mathieu. Et je lui avais dit que ça serait très drôle si on la lisait en fait. Si on s'enregistrait en train de la lire, à la limite on l'a surjouant, tu vois. On l'a enregistré en audio, tu vois. En mode les feux de l'amour, le cœur a ses raisons. Ouais, mais juste en audio, tu vois, parce que il a fallu même de faire des mises en scène et surtout ça aurait été vraiment très très bizarre. Mais ouais, ça a été comme ça, on me l'a passé, ça m'a fait marrer. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai lu que si les auteurs des fanfics m'écoutent, j'en ai fait déjà lire une en entier à ma mère, voilà. Je tiens à le dire. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle était morte de rire. Mais moi aussi, ça me fait beaucoup. Enfin, après, je les lis pas, tu vois. J'en ai lu 2 ou 3, c'est tout, quoi. Mais parce que c'est généralement la même chose et puis ça m'intéresse pas en vrai, quoi. Mais ça m'a fait rigoler, quoi. Puis après, les gens, s'ils ont envie de faire ça, ils font ça. Moi, je m'en fous. C'est juste, ça me fait rigoler, quoi. Et voilà. Est-ce que les gens qui font ça capturent ton essence, ta personnalité correctement? Ah, pas du tout. Ah non, mais c'est très drôle parce que quand tu lis les dialogues dans les fanfictions entre Mathieu et moi, ou même parfois t'as des discussions avec d'autres mecs de YouTube, genre Rolling the Sun, Les Greniers, ou je sais même plus qui d'autre, peut-être Benzaï ou je sais plus qui d'autre, mais c'est pas du tout comme ça qu'on parle. Enfin vraiment c'est vrai, vous nous connaissez pas du tout, quoi. Du coup c'est vraiment pas du tout comme ça qu'on parle
Et ouais, c'est vraiment... c'est à côté de la plaque, quoi. Mais c'est pas grave. Mais c'est mignon, c'est Ah oui, c'est adorable. Enfin, c'est adorable quand c'est... Enfin, moi, celles qui me font le plus marrer, c'est quand c'est vraiment des trucs de cul mal écrits, parce que c'est nul, tu vois. Ça me fait rire beaucoup. Mais par contre, la plupart sont vraiment ultra en mode romantique, tu vois, et tout. Yes. Genre Mathieu regarde Antoine dans les yeux et dit « Je t'aime, blabla, et mets notre amitié, blabla, tout ça. » Et forcément, ça me fait un peu plus bizarre, tu vois. Parce que bon, enfin, je sais pas, c'est bizarre, quoi. Oui, c'est inattendu en tout cas. Voilà. Alors que le cul, tu vois, le cul hardcore comme ça, c'est drôle, quoi. C'est tellement absurde. Donc ouais, voilà. Est-ce que les gens que tu croises, alors ça peut être en conférence, en convention, ouais. ou même dans la rue, Oui. est-ce qu'ils confondent le toi que tu es à l'écran et ou est-ce qu'ils te Bah, prennent en fait, pour un être humain normal? Parce que, par exemple, là tu m'as pas accueilli avec un salut espèce de manche à balai. Non, mais en fait, j'ai fait, enfin, je fais tous les mois, enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais voilà, tous les mois, normalement, je fais une émission tous les 29 du mois, qui s'appelle le 29 avec Antoine Daniel, et en fait, je suis beaucoup plus moi dans cette émission-là, enfin, en tout cas, je suis pas du tout comme je suis dans What the Cut, et du coup, les gens m'ont un peu plus connu comme ça, du coup, ils savent comment parce que dans le 29, je suis déjà beaucoup plus comme ça en vrai que dans What the Cut. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez, je dirais pas calme, mais plutôt tempéré, on va dire, en vrai. Et alors que dans What the Cut, je suis surexcité, énervé, tout ça. Et puis, le montage est très nerveux. Voilà, c'est exactement ça. Mais il y a certaines personnes, souvent les plus jeunes en fait, ont du mal à faire la dissociation. Mais en vrai, globalement, les gens savent comment je suis. Ceux qui viennent me voir, généralement, en tout cas en convention, sont des vrais gros fans qui ont vu toutes les vidéos, tout ça. Ah non, il y a une fois, tiens, une anecdote très drôle que je vais te raconter. Quand j'étais à Polymanga, donc convention à Montreux, en Suisse, j'étais en dédicace. Et à un moment, il y a une fille qui vient me voir. Et je lui demande son prénom, son âge, d'où elle vient, etc. Comme je fais ça avec tout le monde, et comme je fais quasiment à tout le monde, je demande c'est quoi ton épisode préféré de What the Cut, tu vois. Et elle me fait ah ouais, j'ai jamais rien vu de ce que tu fais. Je fais What? Voilà. Je fais bah attends, tu me connais pas, t'as attendu 3 heures pour voir un mec que tu connais pas du tout. Et là elle m'a sorti cette phrase, elle m'a dit ah non mais t'inquiète, je regarderai, puis en plus j'adore les youtubeurs Minecraft. En fait. Et t'as pas confondu avec quelqu'un d'autre? Et en fait, j'ai pas osé lui dire sur le moment qu'elle s'était complètement plantée. Du coup, je lui ai fait sa dédicace, tu vois, j'ai pris la photo, mais je lui ai pas dit. Et je pense que quand elle est rentrée chez elle, elle est tombée complètement des nues, soit elle s'est sentie très, très con, quoi. Mais ouais, non, elle savait pas du tout qui j'étais, mais je sais pas pourquoi elle est venue me voir, quoi. C'est trop bizarre. C'est la première fois que ça m'est arrivé, quoi. Je l'avais raconté direct sur Facebook et après. Mais c'était vraiment trop chelou comme anecdote. Mais non, donc du coup, généralement, les gens qui viennent me voir en convention sont des... C'est pas des gens qui sont relous en mode vas-y, fais-moi ta réplique, etc. Évidemment, ça peut arriver une ou deux fois, mais c'est très très rare, quoi. Franchement, ça va, quoi. Ils sont plutôt... Évidemment, il y en a certains qui viennent me voir et qui me font ah salut connard ou salut grosse merde, blabla, ou petite insulte, espèce de tacos au sperme, blabla. mais sinon globalement ils sont très aimables, très très adorables et très bienveillants, quoi. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. carrément. Il y a tous les âges ou c'est surtout jeune Je dirais que le moyen d'âge est 18-19 ans en fait, globalement. Donc c'est ni jeune ni trop vieux, quoi. C'est mûr, quoi. Voilà, c'est mûr, c'est légal. non mais ouais, c'est dégueulasse ce que je viens de dire, je suis navré. Mais non, mais ça va on va dire que ça va de 13 à 28 ans, on va dire, un truc comme ça, tu vois. Mais la plupart des gens qui viennent me voir sont, si tu prends la moyenne, je dirais que c'est 19 ans, tu vois. T'as déjà eu un public complètement inattendu? Oui, des gens de 9 ans. Merde. Attends, ouais, je sais même plus à quelle convention c'était, je sais plus. Peut-être, non pas à Japan Expo, mais je sais pas, à Polymanga aussi. Enfin bref. Ou à Medinasia, je sais plus, bref. Et il y a une petite fille qui arrive devant moi, avec sa maman, et je lui fais bah, dis donc, mais attends, mais t'as quel âge? Elle me fait, j'ai 9 ans, et tout, et je lui fais, non mais... Et direct, sa mère, elle enchaîne, elle fait, elle a vu toutes vos vidéos. Et j'ai fait à sa mère, et vous en avez vu une seule ou pas? Elle fait, ah non, aucune. Voilà, c'est pour ça. Non, franchement, les parents, montrez What the Cut aux enfants à partir
allez, 12 ans, on va dire, tu vois. C'est l'âge South Park, quoi. Non, voilà, c'est ça. Non, mais vraiment, à partir de 12 ans, ils peuvent regarder. Ils font déjà des blagues bien dégueulasses dans la cour de récréation. C'est le collège. Voilà, ils commencent déjà à vraiment dire des trucs crado et tout. Donc on peut y aller, quoi. Mais c'est vrai que la comparaison avec South Park est pas complètement fausse, quoi. Je me souviens que quand j'avais 10 ans, South Park c'était marrant, ils disaient des gros mots et tout. Je voyais aucune profondeur derrière le truc, tu vois, forcément. Parce que j'étais trop jeune, mais voilà, c'était le petit divertissement un peu transgressif que tu préfères que tes parents te chopent plus en train de regarder du porno plutôt qu'en train de regarder Cartman qui a une sonde anale, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est exactement ça, quoi. C'est clair. Ok. Et t'as pas de personnes plus vieilles, genre des mecs qui arrivent, qui ont 40, 50 ans, qui viennent te voir? C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, des gens qui ont... Oui, des gens qui ont 50 ans, qui sont déjà venus, 40 ans... C'est bien évidemment plus rare, mais c'est déjà arrivé, hein, carrément. Et même des gens qui viennent aussi avec leurs enfants, mais qui sont tout aussi fans que leur môme, quoi. Donc ouais, non, ça fait toujours plaisir, quoi. Des gens qui me disent, des gens de 40 ans qui adorent ce que je fais, ça fait vraiment plaisir, quoi. Merci à Antoine Daniel et à ses efforts pour rendre Internet plus beau chaque jour. Après tout, cet homme a fait plus pour la promotion de la Russie en 2 ans que l'Eurovision en un demi-siècle. Vous le trouverez sur YouTube. Tous les liens et tous les trucs un peu intéressants dont on a parlé sont dans les commentaires sur l'original.net. Nous, bien sûr, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Joe.